Bonsoir, dans l'actualité ce soir, deuxième session des travaux de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Ils vont porter sur l'élection du rapporteur et le monitoring relatif à la situation. Les cours seront introduits dans le cadre de la promotion de la pisciculture dans le pays profond. Enfin, lancement ce vendredi de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne gratuite qui s'étend du 7 au 11 septembre va toucher plus de 4 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, l'Institution nationale des droits humains ouvre sa session plénière. Deuxième du genre, les travaux portent sur le monitoring relatif aux détenus dans les prisons et l'analyse de la situation actuelle des droits de l'homme en Guinée. Le point avec Amadou Touré. Les 24 commissaires présents sur les 28 ont analysé la situation sociopolitique de la Guinée et les contraintes liées au respect des droits de l'homme. C'est la seconde session qui va se dérouler maintenant et qui va permettre de faire du monitoring dans les lieux de détention. Tout ça, ça va venir crédibiliser l'institution. Ça va donner confiance aussi aux commissaires qui, par le passé, ne se sentaient pas concernés, ne se sentaient pas valorisés, et l'institution du coup avait pris un coup du point de vue réputation. Depuis le renouvellement du bureau, nous constatons que l'INDH est en train d'assurer sa visibilité et cela va dans le sens du respect de la loi qui l'a créée, et nous savons que les défis sont très immenses et l'INDH devait se mettre au travail pour pouvoir accomplir son mandat. Au cours de ces travaux, l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme a constaté avec regret le recul du civisme sur certains citoyens dans la gestion des crises connues dans certaines localités. En gros, nous l'avons dit, c'est qu'il y a des violations, il faut le reconnaître, de la part de l'État, mais ces derniers temps, les violations qu'on retrouve sont des violations horizontales des droits de l'homme. Regardez ce qui s'est passé à Labé, ce qui s'est passé à Sigiri, ce qui s'est passé à Cancan. C'est autant d'événements où vous voyez des citoyens qui veulent se rendre justice et qui utilisent la vengeance privée, mais ça ne veut pas dire que l'État et la gendarmerie et la police doivent être dédouanés. Cette session plénière a également été une opportunité de lancer officiellement la première session de la Palme nationale des droits de l'homme en Guinée. Un premier sacre qui vise à récompenser désormais les personnes physiques et morales considérées comme ayant apporté une contribution remarquable et exemplaire dans la promotion et la protection des droits de l'homme. À la fonction publique, plus de 35 000 agents verront leur salaire gelé consigné dès le 19 septembre prochain. L'annonce a été faite ce vendredi lors d'une rencontre entre syndicats et responsables des ressources humaines des services publics, et pour cause. Un an après le début du recensement biométrique additionnel, ces personnes restent toujours introuvables. Explication Baba Kouyate, Mamadi Ternan Kamisoko. C'est le 7 juin 2017 que le ministère de la fonction publique a démarré le recensement et l'identification additionnelle des agents publics et des retraités de Guinée. Plus d'un an après, l'opération se heurte à des difficultés. Sur un effectif prévisionnel de 91 056 agents concernés, plus de 35 000 personnes restent introuvables. Cette situation préoccupe le gouvernement et tente de trouver des solutions. C'est très sérieux parce que 35 000 personnes constituent un effectif très important en termes de masse salariale. Parce que dans ces 35 000, vous avez plus de 20 000 pensionnés, vous avez plus de 7 000 contractuels, etc. Donc en termes d'impact financier, c'est très important. C'est pourquoi nous voudrions que tous les acteurs s'impliquent pour que nous puissions voir clair ces effectifs-là et éventuellement aider l'État à alléger la masse salariale
au profit de la population guinéenne. Parmi les 35 000 agents qui manquent à l'appel figure bon nombre de retraités et d'enseignants. Chaque fois que le président va en tournée à l'intérieur du pays, le président de CRD, chaque fois qu'il prend la parole, il demande deux choses. Trouvez-nous des enseignants, trouvez-nous du personnel de santé. On a donc demandé à ceux-ci de nous dresser la liste des enseignants qu'ils ont dans leur école du quartier. Ça a été fait. Nous avons obtenu des résultats que je ne vais pas communiquer. En tout cas, on a une proportion relativement significative d'enseignants que nous n'avons pas retrouvés. Nous ne disons pas, nous ne savons pas où ils sont. Ce que nous savons avec certitude, ils n'enseignent pas au primaire, ils n'enseignent pas au collège, ils n'enseignent pas au lycée, ils ne sont pas dans l'administration scolaire. À l'issue de cette rencontre, chaque responsable des ressources humaines a reçu la liste nominative des agents concernés dans son service et d'autres mesures sont envisagées dès mardi prochain. À partir du mardi 11 septembre, nous aurons une réunion de travail avec l'association professionnelle des banques, les ministères techniques, le ministère du budget et le ministère des finances pour qu'on puisse échanger sur les modalités, les mécanismes de consignation et des ailes de salaire que nous allons procéder cette fois-ci pour qu'on puisse corriger certaines défaillances que nous avons enregistrées en 2014. Après le 11 septembre, le 19 septembre, nous allons procéder à la consignation et aux ailes des salaires. Toujours nous sommes engagés à vulgariser, à informer et à amplifier pour la bonne marche de l'administration guinéenne pour qu'on ait les résultats fiables pour que l'économie du pays puisse démarrer. Puisque qui dit économie dit ressources humaines. Cette opération additionnelle d'assainissement du fichier général de l'administration, de ceux des pensionnés et des contracteurs temporaires pourrait permettre au gouvernement de faire plusieurs milliards d'économies et de créer des opportunités d'emploi pour de nombreux jeunes guinéens. Volet éducation, c'est désormais officiel. La rentrée des classes est prévue pour le 3 octobre prochain. Cette décision de l'ouverture de l'année académique 2018-2019 découle d'une concertation entre les différents acteurs du système éducatif. À propos, voici la déclaration du ministre de l'Éducation nationale. Elle est commentée par Mama Issata Kamara. Après l'examen des différentes propositions faites par les acteurs du système éducatif lors de la session nationale de concertation tenue ici à Conakry, certaines recommandations sont validées par le gouvernement. Il s'agit notamment du calendrier de la rentrée pédagogique et l'ouverture des classes. La pré-rentrée administrative 2018-2019 est fixée au jeudi 20 septembre 2018. Elle concerne les membres des personnels de direction, des établissements scolaires et du préscolaire, les DPE, DCE, les IRE et les enseignants en situation de classe. La rentrée scolaire pour cette année est fixée au 3 octobre 2018. Elle concerne tous les acteurs de l'école, élèves, enseignants, encadreurs et les partenaires, parents d'élèves et syndicats. Pour cette rentrée, une batterie de mesures est prise pour la réussite de l'année scolaire 2018-2019. Un calendrier d'exécution des programmes est élaboré. Le calendrier scolaire 2018-2019 se déroulera en 3 trimestres à l'élémentaire et en 2 trimestres au secondaire. Les congés de Noël se dérouleront du 23 décembre 2018 au 1er janvier 2019. Les congés de Pâques se dérouleront du 13 au 20 avril 2019. Avec les différentes sessions d'échange pédagogique, des acteurs de l'éducation s'engagent à appliquer toutes les recommandations assorties des concertations nationales en faveur de la qualification de l'école guinéenne.
Enseignement supérieur, les cadres des différentes institutions peaufinent les derniers réglages. Réunis en conseil élargi autour du cabinet du 10 départements, ils font le bilan des orientations, épluchent les lettres de mission, les procédures de recrutement des enseignants et la réalisation des infrastructures. Francis Collier pour plus de détails. Le conseil du cabinet élargi de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est une rencontre de bilan et d'orientation. Il réunit près de 150 cadres des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, publiques comme privées. On a eu à tirer quand même le bilan de l'année dernière et essayer de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et selon les recommandations qui ont été faites, améliorer vraiment la qualité surtout de l'enseignement et aussi se rassurer aussi que d'une part que la gouvernance universitaire quand même elle est mise en place, les CA, les conseils d'université, de manière tout ça là à renforcer vraiment la qualité de l'enseignement. La vocation de l'enseignement supérieur, c'est la formation et la recherche. Et cette formation et recherche se fait au niveau des universités et institutions d'enseignement supérieur. Donc tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour ces institutions d'enseignement supérieur. À la deuxième édition, il y a eu des recommandations. Certaines recommandations ont été effectivement réalisées, il y a d'autres qui n'ont pas été. Et entre-temps, certainement, il y a d'autres idées à introduire pour que, dans les recommandations pour l'année suivante, on arrive à exécuter toutes les recommandations et aller à la qualification de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour cette année, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique compte suivre sa feuille de route qui met un accent particulier sur les questions de recrutement et d'infrastructure. C'est un conseil élargi qui regroupe aussi bien les institutions du secteur public que les institutions du secteur privé, qui est le secteur privé représenté par la CRESUP. Et tous les centres de recherche et de documentation sont également présents. Au cours des discussions, de nouvelles pistes apparaîtront. De toute façon, le ministère a sa feuille de route établie sous l'ordre du Premier ministre et également du Président de la République. Ce troisième conseil du cabinet élargi du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique compte impliquer le public et le privé dans la dynamique de l'adéquation de la formation à l'emploi. Désormais, les conseils d'administration des institutions seront présidés par des cadres du secteur privé. Dans l'actualité également, l'initiative présidentielle d'appui au monde rural dans le domaine halieutique est entrée dans sa deuxième phase. Cette année, des retenues d'eau ont été identifiées dans toutes les régions du pays. L'opération d'approvisionnement de ces points de reproduction en poissons génitaires vient de commencer. Cancan est le premier site à recevoir ces poissons en provenance de Nzérékoré. Ansoumane Toumani Kamara. Pour cette deuxième phase de l'initiative présidentielle, il est question d'approvisionner des retenues d'eau choisies dans chaque région comme des réservoirs de reproduction des géniteurs. À 10 km du centre-ville de Cancan, ces deux étangs reçoivent plusieurs espèces de géniteurs en provenance de Nzérékoré. Après des mois de reproduction, les alevins serviront à ravitailler les SAMAR programmés cette année en Haute-Guinée. Pour augmenter notre capacité de distribution, on a envoyé encore des alevins pour stocker dans le site de cet opérateur économique. Maintenant, au lieu de partir jusqu'en Guinée forestière, on peut prendre les poissons ici maintenant pour les autres sites. Donc ça, on gagne en distance, donc ça devient plus efficace encore. Ce site étant un site qui ne tarit pas, ce site va nous servir à produire des alevins, parce que si vous constatez, c'est des géniteurs qu'on a envoyés, des poissons qui vont se reproduire et qui seront par la suite être repêchés, c'est-à-dire les alevins qu'ils vont donner, qui vont être repêchés pour repeupler toutes les mares de la région. Et c'est ça l'objectif principal. Ce programme, dans sa deuxième phase, met l'accent sur la valorisation des écosystèmes de chaque région. Il offre également des séries de formations aux gestionnaires de ces points de reproduction des géniteurs pour la promotion de la pisciculture en Guinée. Pour ce départ, nous sommes d'abord à leur sensibiliser pour vraiment qu'ils aient la notion de soi du site, l'aménagement du site aussi. Et en plus, nous venons en aide en produits de pêche. Nous envoyons des géniteurs, donc ils vont commencer à reproduire. Et nous les assistons aussi en formation technique, appui technique
Nous sommes là quand ils ont des difficultés et nous sommes à leur côté pour vraiment corriger les erreurs qui peuvent arriver. L'initiative présidentielle d'appui au monde rural pour la promotion de la pisciculture bénéficie de l'appui technique et financier de WAP Guinée. Ces opérations sont menées sur le terrain par des techniciens de l'Agence nationale de l'aquaculture, ancienne direction nationale de la pisciculture du ministère des Pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime. Campagne agricole 2018-2019, la Grande Miette participe aussi à cette opération. Le directeur général des unités militaires de production agro-industrielle était récemment dans les plaines rizicoles des armées. Colonel Mamadou Sandé apprécie les efforts fournis dans les 4 compagnies agricoles du pays. Sergent-chef Marcel Massadouno, il est correspondant de la presse militaire. La tournée du directeur général des unités militaires de production agro-industrielle sur les plaines rizicoles des armées vise à lancer la campagne agricole 2018-2019. Cette année, sur une superficie de 1000 hectares prévue, les compagnies agricoles de Tindo, Dinguiraï, Koundian et Monchon ont mis en valeur 915 hectares avec diverses variétés de riz cultivées. Sur ces plaines, les résultats sont prometteurs quant à la qualité des travaux déjà réalisés. Ici, on a évolué sur 33 hectares avec les différentes variétés. Ces différentes variétés, il y a M6, il y a CK801, CK21 et la variété Kaliwoyo qu'on a ajoutée pour une expérimentation cette année. Nous sommes au stade du traitement, à l'épandage des engrais. Le travail va à bon train, compte tenu des moyens que l'État a bien voulu mettre à notre disposition. La Direction générale des unités militaires de production agro-industrielle, avec le soutien de la hiérarchie militaire, est plus que déterminée à appuyer le gouvernement en vue de gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire en Guinée, une priorité du président de la République. C'est là les missions que le président de la République et toute l'hiérarchie militaire a bien voulu nous confier, c'est d'appuyer le gouvernement, appuyer le ministère de l'Agriculture dans l'atteinte des objectifs gouvernementaux sur le plan de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, voir comment tisser la Guinée sur le plan des pays exportateurs au niveau de la sous-région. Pour de meilleurs résultats de la campagne agricole de l'année prochaine, ces agronomes sollicitent l'aménagement de la plaine de Bouka dans Dinguiraï en réalisant des digues de protection d'eau, mais aussi et surtout la formation des assistants techniques et conseillers agricoles des unités. Ouverture à Conakry des travaux du comité de pilotage du 8e programme pays 2018-2022 de l'UNFPA venu des 4 départements ministériels qui bénéficient de l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Les acteurs vont élaborer une nouvelle stratégie en vue de mobiliser, mais surtout gérer les ressources dans les 4 prochaines années. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Le Fonds des Nations Unies pour la population est à son 8e programme en Guinée. La période couverte porte sur 4 ans, 2018-2022. Les activités seront diversifiées et les méthodes de travail améliorées. Il s'agit pour ces membres du comité de pilotage du programme UNFPA Guinée d'apporter des appréciations et mieux planifier les activités en soutien au PNDS. L'UNFPA investit chaque année entre 10, 15 jusqu'à 20 millions de dollars par an. Cette année, on ne sera pas loin des 20 millions de dollars d'ici décembre. Il faut voir à mi-parcours, voir si on est sur le bon chemin. Si c'est bon chemin, bien. Mais s'il y a des points où on n'est pas sur le bon chemin, on les rectifie. Pour ce nouveau programme pays, le gouvernement réaffirme son engagement à présenter des projets bancables en vue de favoriser la contribution des partenaires à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y a d'énormes activités qui ont été déroulées sur le terrain. Des progrès ont été réalisés, mais ils demeurent insuffisants par rapport aux attentes. Et vous connaissez les attentes de la population guinéenne. Donc le comité de pilotage se saisit d'un certain nombre de préoccupations par rapport à l'exécution des programmes, par rapport à la mise en œuvre, les difficultés rencontrées, et essaye d'adresser de la façon la plus pertinente possible
des propositions de solutions pour que les résultats qui pourraient apparaître dans les jours à venir ou dans les mois à venir puissent en tout cas représenter un changement par rapport à ce qui a été déjà vu. Ce qu'il faut dire à l'UNFPA, disons, c'est de continuer parce que je sais qu'ils évoluent, n'est-ce pas, dans différents secteurs, ils aident différents secteurs, comme il l'a dit, la santé, la jeunesse et autres. Donc c'est continuer, n'est-ce pas, dans ce programme-là, ce programme d'aide, et essayer en tout cas de faciliter davantage, disons, les procédures. Dans l'exécution de son programme de coopération pour les prochaines années, l'UNFPA engage une batterie de mesures pour accompagner le gouvernement dans les secteurs sociaux. La santé maternelle et infantile, l'autonomisation des femmes et l'épanouissement des personnes porteuses de handicap seront notamment des domaines d'intervention les plus en vue. Espace Santé, lancement ce vendredi des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 4 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois sont concernés par cette campagne gratuite prévue du 7 au 11 septembre sur l'ensemble du territoire national. Diane Yansane. Pendant ces journées nationales de vaccination de routine officiellement lancées, environ 4 millions d'enfants de 0 à 59 mois vont recevoir des doses vaccinales sur l'ensemble du territoire. Ce programme élargi de vaccination s'inscrit dans le cadre de la prévention et de l'éradication des maladies, dont la poliomyélite. Nous avons pris toutes les dispositions. Aujourd'hui, toutes les ressources sont disponibles sur le terrain et la stratégie de la vaccination, c'est du porte-à-porte. C'est-à-dire nous avons déployé plusieurs équipes. Près de 2000 équipes de vaccination ont été déployées sur le terrain qui vont aller dans tous les coins du pays, dans toutes les préfectures, toutes sous-préfectures, partout, c'est tous les enfants de moins de 5 ans. Les vaccinateurs vont passer dans les ménages, dans les gares routières, dans les écoles pour administrer 2 gouttes de vaccin polio aux enfants de moins de 5 ans afin de leur permettre d'éviter cette maladie terrible, cette maladie invalidante qui est la poliomyélite. Pour maintenir cette performance, il faudrait que les mères, les pères, les frères, les grandes sœurs puissent tous participer à cette campagne par la mobilisation des enfants. Si chacun participe à la mobilisation des enfants, on pourra réussir à vaincre la poliomyélite, c'est-à-dire à l'éradiquer la Guinée et par conséquent à contribuer à son éradication dans le monde entier. La couverture universelle de vaccination, un engagement des chefs d'État et de gouvernement pris à Addis Abeba en 2017. Avec l'accompagnement des partenaires, la surveillance communautaire sera renforcée afin de maintenir le cap de 0 cas de polio. Les chefs d'État de l'Union africaine se sont engagés, chacun pour ce qui concerne leur pays, à mettre tout en œuvre en termes de financement du système de santé, en termes de renforcement des capacités au niveau des services de santé, en termes de mobilisation de toutes les couches de la société, mais aussi en termes de collaboration intersectorielle pour que la vaccination universelle soit une réalité dans leur pays. Dans la commune de Ratoma où cette campagne a été lancée, plus de 150 000 enfants seront vaccinés. L'achat des doses vaccinales et les opérations sur le terrain coûtent plus de 12 milliards de francs guinéens. À Forêt-Carie a également lancement du projet d'amélioration des qualités de soins maternels et néonatales. Ce projet vise à baisser l'incidence de la mortalité maternelle et néonatale dans le Moria. Élément d'information avec Hadia Toubari. À Forêt-Carie, la réduction de la mortalité maternelle s'impose comme un défi majeur. Avec 18 cas de décès maternels, dont 8 nouveaux-nés survenus au cours de cette année, la stratégie de réduction du taux de décès commence par l'amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans le district sanitaire. Ce projet phare est expliqué directement aux bénéficiaires, à l'image de Salima Tousso qui vient d'accoucher. On accepte ce projet qui est venu pour nous aider à avoir des enfants sans problème. Je conseille donc toutes les femmes en âge de procréer d'adhérer à la cause. Ce nouveau projet d'amélioration de la prise en charge des mères et des nouveau-nés est constitué de plusieurs phases.
Dans les 9 sous-préfectures de Forêt-Caria, des agents communautaires et prestataires de santé seront identifiés et formés à la reconnaissance des complications chez les femmes enceintes et chez les nouveau-nés. Le projet est aussi élargi au syndicat des transporteurs en vue de faciliter le transport des cas d'urgence vers l'hôpital préfectoral. Nous allons discuter avec eux pour dire qu'une femme, une ménagère qui n'a pas les moyens de prendre un déplacement, que le syndicat des transporteurs nous fasse un forfait de transport. Si une femme est en menace, une femme a une complication, que le transporteur accepte de prendre cette femme et de la déposer à la structure sanitaire sans demander aucun franc à la famille. Et le projet plutôt va se charger de payer le syndicat des transporteurs. Donc on va travailler avec le syndicat pour qu'ils adhèrent et nous avons vu ce projet marcher ailleurs, pourquoi pas chez nous. L'enjeu pour l'OAS se décrit et se résume au niveau de ses objectifs qui sont d'arriver au niveau le plus élevé de santé pour les populations de la CEDEAO. Et pour ce faire, l'OAS s'est investi dans ce domaine-là parce qu'il y a plusieurs chapitres et plusieurs départements qui sont concernés, mais essentiellement pour les soins obstétricaux et pour tout ce qui tourne autour de la néonatologie. Dans le district sanitaire de Forêt-Caria, le projet d'amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals est à la phase pilote. Financé à hauteur de $30 000 américains par l'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé, le projet va s'étendre sur 1 an. Ce projet est aussi en expérimentation dans certains pays de la sous-région, notamment au Sénégal et au Togo. Une étude approfondie sur l'impact des barrages de Garafiri, Kaleta, Soapiti et Fomi. Les acteurs sociaux se concertent autour de ces thèmes. Objectif, ressortir les avantages liés à la réalisation de ces barrages hydroélectriques, surtout dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Algassi Mouba. L'énergie permet de transformer l'économie d'un pays en améliorant la productivité des sociétés et en créant de l'emploi. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé dans la réalisation des barrages hydroélectriques à grande échelle. Après un diagnostic approfondi, ces acteurs sociaux réfléchissent sur les impacts socio-économiques et environnementaux des barrages de Garafiri, Kaleta, Soapiti et Fomi. Nous, notre approche n'est pas de dire il est mauvais, il est bon, mais on met les gens autour de la table, ils discutent, ils regardent entre eux qu'est-ce qui, en tout cas, peut être perfectible. Cet espace multi-acteurs ressort les avantages des différents barrages du pays pour montrer aux participants l'incidence de ces investissements dans l'amélioration des conditions de vie des populations. On fait en sorte qu'on maximise les impacts positifs et qu'on minimise les impacts négatifs. Il s'agit, dans le cas de l'amélioration de leurs conditions de vie, de leur rendre un environnement de vie plus décent en termes d'infrastructures d'habitat, en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures d'adduction d'eau, d'électricité. Cette nouvelle plateforme d'échange consiste à bâtir un espace national et sous-régional de développement durable. Le tout axé sur un dialogue prospectif pour des politiques publiques tirant pleinement profit de la production énergétique en constante croissance dans le pays. Enfin, profitant de la trêve politique, l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel vient de lancer une série de formations à l'intention d'une trentaine d'entreprises en toile de fond, mettre à niveau ses employés afin de les rendre plus compétitifs. Komara Moussa. Ces responsables des ressources humaines des entreprises se familiarisent avec un nouveau concept, ingénierie de la formation, une nouvelle approche pour optimiser les performances des entreprises cotisantes de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel. La formation est en adéquation avec les objectifs stratégiques des entreprises. Nous avons mis en place cette formation qui part d'un constat, selon lequel les plans de formation qui nous reviennent ont certaines lacunes, ont certaines insuffisances. Et pour pouvoir améliorer la façon de faire des ressources humaines, des responsables de ressources humaines ou des responsables de formation, nous avons mis en place cette formation qui est partie d'un dialogue entre les entreprises et nous sommes entendus
à ce que nous lançons un vaste programme de mise à niveau en termes d'ingénierie de la formation. Pour pouvoir faire de la formation un investissement en entreprise, il faut adopter une certaine approche. Et cette approche-là, c'est la démarche de l'ingénierie de la formation, qui consiste à faire de la formation un outil au service et de l'entreprise et des salariés dans le but d'optimiser les performances de l'entreprise. Pendant ce temps, les employés des entreprises Orange Guinée et de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT apprennent les techniques d'utilisation des logiciels Excel avancés, de l'édition des rapports, des listes personnalisées et des graphiques. Ça articule autour de l'outil Excel qui permet aux collaborateurs, aux différents collaborateurs dans les entreprises de pouvoir mêler, pouvoir faire des calculs, pouvoir gérer les différentes tâches qu'ils ont au quotidien tout en faisant un reporting aux managers afin de les aider à prendre des décisions pour la bonne marche de l'entreprise. Comme ces employés, ceux du Centre national de perfectionnement à la gestion font le diagnostic organisationnel. L'idée est de réadapter ces services aux réalités actuelles. Au sortir de cette formation, nous serons beaucoup plus outillés aussi pour pouvoir au moins faire face et pouvoir être plus agressifs sur le terrain. Depuis des années, le Centre national de perfectionnement à la gestion souffre d'un manque de subventions. Conséquence, le service ne répond plus aux attentes. Cette série de formations pourrait changer la donne. Ici à Boké, ces employés de l'UMS renforcent leur connaissance sur la prévention des accidents de travail. La rencontre de 10 jours est essentiellement consacrée au secourisme, ce qui permettra sans nul doute de réduire les accidents au sein de cette entreprise soucieuse de la protection des travailleurs. C'était tout pour cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Makale Souma. Mais restez toujours connectés sur le www.rtgkoloma.info. À bientôt, Inch'Allah.